Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire traitant des vélos de montagne de type Trail. Une catégorie de vélos de montagne très populaire, une catégorie de vélos de montagne qui est très large, qui inclut beaucoup de modèles, beaucoup de variantes, beaucoup de zones grises. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vous outiller pour confirmer que c'est bel et bien la catégorie que vous avez besoin. Puis, compte tenu de la popularité, il y a des très grosses chances que ce soit cette catégorie de vélos-là qui soit faite pour vous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'être le plus neutre possible, vous donner le maximum d'informations. On essaye même si on n'a pas le produit exactement que vous avez besoin, même si ça finit qu'en bout de ligne, vous allez l'acheter ailleurs, au moins on va vous avoir outillé à vous trouver le bon vélo, puis c'est ça qui est notre intention en bout de ligne. Donc, la grande catégorie des vélos trail. Puis oui, je vais utiliser quelques anglicismes parce que c'est ça le jargon populaire dans le monde du vélo. Donc, dans le but qu'on se comprenne vraiment bien, je vais utiliser le langage, le jargon populaire incluant les anglicismes. Donc, cette catégorie de vélos-là, comme je dis, elle est très large. Elle inclut des hardtail, des vélos avec simple suspension. Ça inclut des doubles suspensions. Ça inclut des doubles suspensions avec différentes quantités de débattement, différents types de débattement. Donc, lequel le mieux choisir, c'est ce qu'on va essayer de regarder ça ensemble. Donc, à qui ça s'adresse le trail bike? En bout de ligne, le trail bike, ça s'adresse à la grande majorité des cyclistes en vélo de montagne. Pourquoi? Parce que c'est probablement la catégorie de vélo de montagne qui est la plus polyvalente en lien avec le type de sentier qu'on peut rouler, puis au niveau de la conduite du vélo. Au niveau des types de sentiers, pourquoi celui-là, c'est la plus polyvalente? Parce que c'est des vélos qui grimpent aussi bien qu'ils descendent. Donc, c'est une catégorie qui est, on va dire, neutre. Les vélos de type cross-country race, c'est des fusées en grimpant. Mais ça demande d'être meilleur pilote en descendant. La catégorie de vélos enduro, c'est des bombes en descendant, mais on va payer un peu plus lors des périodes de grimpe. La catégorie trail, c'est des bons grimpeurs. C'est des bons descendeurs, mais c'est pas des experts de grimpe, c'est pas des experts de descente. C'est un vélo qui est parfaitement balancé pour tout faire. Puis c'est pour ça que ça s'adresse à la grande majorité de la clientèle cycliste. Maintenant, on va commencer avec les hardtail trail. Ça, c'est un double suspension. Le hardtail, c'est celui qui n'a pas de suspension en arrière, donc seulement une suspension en avant. Ça, c'est une catégorie de vélo que ça fait longtemps qu'il existe, mais qui a vraiment été peaufiné, je dirais, depuis les 2-3 dernières années. Puis quand je parle de peaufiné, ça veut dire que cette catégorie de hardtail-là a été construite maintenant c'est pratiquement calqué sur les vélos de trail ou même voire d'enduro. Fait que ça va être des hardtail avec beaucoup de débattements à l'avant, des angles relax à l'avant, plus à pic en arrière. Ça nous place dans une position, je dirais, neutre. J'essaie de vous mimer la position qu'on va avoir là-dessus. On n'aura pas une position style course, on n'aura pas une position très droite. C'est une position balancée, neutre, pour être capable d'avoir le meilleur centre de gravité entre le devant du vélo puis le derrière du vélo. Donc, le pilotage, très réactif, ça pardonne beaucoup les erreurs, très agréable à conduire. Il y a souvent des bonnes plateformes de pédalage. Beaucoup de clients qui nous demandent « Est-ce que ça se barre en arrière? Est-ce qu'il y a un lock-out là-dessus? » Oui, il y a des plateformes de pédalage qu'on peut jouer avec pour améliorer la plateforme. Mais à la base, c'est des vélos que même s'il n'y avait pas cette caractéristique-là sur le choc arrière, c'est des vélos qui se pédalent quand même bien. Mais quand on les compare aux vélos de cross-country type race, oui, c'est des vélos qu'on va être un peu plus bas dans le débattement. On va être un peu plus creux dans le débattement, mais pas aussi creux que dans les vélos d'enduro. Donc, on a une belle position neutre, bel équilibre sur le vélo. Puis, autant dans le vélo hardtail que dans le double suspension, on va avoir le choix entre des roues 27.5 puis des roues 29. On va essayer d'explorer la différence entre les deux types de roues pour essayer de vous éclaircir là-dedans et de savoir quel type de vélo serait vraiment le meilleur pour vous.
Donc, les caractéristiques qu'on va voir sur les hardtail trail, comme je disais, c'est des angles qui sont adaptés, c'est des suspensions avec plus de capacité, souvent des suspensions qui vont être à l'air, donc on va pouvoir gonfler avec une pompe spécifique pour les suspensions, puis rendre les suspensions plus sensibles aux petites bosses. Parce qu'il faut pas oublier que le rôle des suspensions sur un vélo de montagne, c'est de garder les roues en contact avec le sol dans un terrain qui est variable, dans un terrain qui est accidenté. Donc, une suspension, la roue va vraiment suivre le terrain. Puis qu'est-ce que ça fait quand la roue suit le terrain? Vous êtes en meilleur contact, donc meilleur pour grimper, meilleur pour freiner, meilleur pour prendre des courbes parce que votre roue demeure en contact avec le sol au lieu de rebondir dans le sentier. À chaque fois que votre roue rebondit, elle perd un contact avec le sol, on perd du contrôle. Donc, une bonne suspension, que ce soit avant ou une double suspension, peut vraiment venir vous aider à garder le contrôle de votre vélo, même dans les montées. On entend beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais avec un double suspension, ça doit être vraiment dur de monter. » Si on roule des pistes de sentiers de vélo de montagne qui, en bout de ligne, c'est complètement plat avec juste de la poussière de roche, oui, on a une pénalité, on a un handicap. Mais la seconde qu'on rentre dans des vrais sentiers de vélo de montagne plus accidentés, avec terrain variable, des roches, des racines, le double suspension, vu qu'il permet de garder un meilleur contact avec le sol lorsqu'on frappe un objet, une roche ou une racine, on va avoir une bien meilleure grimpe, bien meilleure qualité de grimpe. Donc, beaucoup plus efficace. Quand on tombe dans les vélos double suspension, normalement, ce qu'on va voir dans cette catégorie de vélos-là, c'est des vélos double suspension qui vont avoir la plupart du temps entre 130 et 150 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. On peut voir, et de plus en plus, on voit des vélos qui ont une différence de débattement entre l'avant et l'arrière. Avant, on voyait beaucoup 150, 150 ou 130, 130. Maintenant, on voit de plus en plus des vélos qui vont avoir, par exemple, 120 mm en arrière, puis du 130, du 140 à l'avant. Donc, on a une certaine efficacité de pédalage qui est accrue à l'arrière vu qu'il y a moins de débattement. Puis quand on attaque les sections descendantes, on a tout le coussinage, toute l'absorption d'une suspension qui a plus de débattement. Donc, ça fait des vélos qui sont très bien équilibrés pour la grimpe puis pour la descente. Pourquoi je devrais choisir un vélo de 130 mm versus un vélo de 150 mm? Tout dépend du type de terrain qu'on a le goût de rouler ou avec qui on va rouler. Si, par exemple, nous, on décide de s'acheter un vélo de montagne qui a 130 mm de débattement, puis que tout notre groupe d'amis roule des vélos qui ont du 140, 150, bien, c'est certain que ça va nous demander, lors des périodes de descente, d'être un petit peu plus allumé, d'être un petit peu plus alerte quand on descend. Parce que quand on a plus de débattement, ça absorbe plus, ça pardonne plus. Quand il y a moins de débattement, ça demande d'être meilleur pilote. Sauf que le moins de débattement va vous aider dans les montées par rapport à vos chums qui ont plus de débattement. Fait que souvent, on essaye de s'inspirer du type de vélo que vos camarades cyclistes vont avoir quand ça vient le temps de faire un choix de vélo. Ça vous oblige pas. Vous n'êtes pas confiné à acheter, évidemment, ce que vos chums ils vont rouler, mais c'est vraiment une bonne idée si on va être capable de suivre le groupe et d'avoir le même agrément de conduite. Ensuite de ça, quand on choisit des sentiers qui sont plus cassés, plus agressifs, puis qu'on a peut-être une tangente un peu plus vers la descente, oui, on peut peut-être y aller plus vers des vélos de 140, 150 mm de débattement. Si on aime mieux des vélos peut-être un peu plus agiles, un peu plus maniables, avec une plateforme de pédalage qui va peut-être nous permettre d'être un peu plus efficace, c'est certain que le 130 mm pourrait probablement vous aider. Puis comme je dis, ça fait toute partie de la même catégorie des vélos de trail. Il y a certaines compagnies aussi qui vont offrir des géométries ajustables. Ce qu'on veut dire dans la géométrie, en bout de ligne, c'est que chaque fabricant de vélo est un fabricant de cadre. Parce que les composantes, l'habillage des pièces qu'on va retrouver sur les vélos, c'est sensiblement la même chose d'une compagnie à l'autre. Pas juste les marques qu'on tient ici en magasin, mais de même plusieurs boutiques. Ce que vous allez retrouver en pièces de Shimano ou en pièces de SRAM, ça va être les mêmes pièces qu'on va pouvoir retrouver chez d'autres compagnies de vélos aussi. Donc, en bout de ligne, quand on achète un vélo, on achète la fabrication du cadre. Peu importe que ce soit aluminium ou carbone. Il y a certaines compagnies même qui, à travers un même cadre, vont offrir des géométries ajustables. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des pièces de la quincaillerie au niveau de l'assemblage qu'on peut déplacer et repositionner dans un autre design, dans une autre position, qui va venir modifier un peu la géométrie du vélo. Donc, pour un même vélo qu'on achète, les compagnies qui vont offrir des géométries ajustables vont pouvoir permettre de peaufiner le type de conduite de votre vélo. Donc, on peut avoir un même vélo, on va dire 140-140, qui va avoir, avec un certain ajustement, une position
un peu plus inspirée du cross-country ou au contraire, une position inspirée un peu plus de l'enduro. Il n'y a pas une énorme différence. Des fois, on va parler de 1 à 1,5 degrés de différence. Mais ces degrés-là, vous allez les sentir dans le sentier. Puis la meilleure façon d'explorer, c'est de jouer avec ces ajustements-là sur un même circuit. On l'essaye d'une certaine façon, on change les ajustements, on réessaye de l'autre façon. Puis ça vous permet de connaître un peu mieux votre vélo. Ça vous permet de savoir, OK, bien quand je vais rouler au Mont-Sainte-Marie, j'aime mieux tel type d'ajustement. Quand je vais rouler à Camp Fortune, quand je vais rouler au Kingdom Trails, quand je vais rouler à Forêt-la-Rose, on peut jouer avec la géométrie pour optimiser notre rendement de notre vélo dans ce type de sentier-là. C'est pas toutes les compagnies qui offrent ça. Par appel téléphonique, on pourrait vous guider un peu mieux si c'est vraiment ce que vous recherchez. C'est pas un must. Faut pas oublier que c'est plus de pièces, c'est plus de quincaillerie. Puis plus de pièces, plus de quincaillerie amène des fois plus d'entretien. Donc, il y a toujours un contrepartie souvent à une certaine technologie. Fait que c'est là qu'on pourrait essayer de vous éclairer un peu à ce niveau-là. Ensuite de ça, dans cette catégorie de vélos trail-là, étant très, très, très polyvalent, on peut avoir justement des roues 27,5 ou des roues 29. Les deux ont totalement leur espace dans les sentiers en ce moment. C'est deux types de vélos qui ont totalement leur place. Maintenant, de savoir quelle grandeur de roue devrait le mieux s'adapter à vous, ça dépend de quelques facteurs. Essentiellement, votre taille puis le type de conduite que vous recherchez. Un n'empêche pas l'autre jusqu'à une certaine limite. Quelqu'un de très petite taille, par exemple 5 pieds 1, 5 pieds 2, 5 pieds 3, peut-être un peu moins recommandé d'y aller dans le 29 pouces. De toute manière, c'est un peu difficile de trouver des vélos 29 pouces dans le double suspension adaptés pour ces tailles-là, mais c'est pas impossible. C'est juste que c'est un peu gros à rouler. C'est un peu comme conduire un autobus. Idéalement, à ces tailles-là, le 27,5 va être un peu plus approprié. Le 27,5 étant plus petit, c'est des roues qui vont être, oui, un peu moins pesantes que les roues 29, puis c'est des roues qui vont être un peu plus maniables aussi, qui vont avoir un meilleur punch, une meilleure réactivité, essentiellement à basse vitesse. Parce qu'à l'opposé, à grande vitesse, la roue 29, c'est un train de marchandises. C'est rapide. Une fois que vous avez votre aire d'aller, ça pardonne beaucoup les erreurs, puis c'est vraiment plus facile de garder votre aire d'aller, une vitesse moyenne qui est beaucoup plus rapide avec la roue 29. Mais personnellement, selon mon opinion, si vous voulez être optimal pour un vélo double suspension de roue 29, je dirais là, qu'autour de 5 pieds 4 en montant, ce type de vélo-là va mieux s'offrir pour votre taille. En dessous de ça, je suggère vraiment le 27,5 pour l'agrément de conduite. Beaucoup plus intéressant. Ou, à la limite, si vous êtes une personne de plus grande taille, ça ne vous empêche pas d'y aller sur un vélo de 27,5 si vous recherchez une conduite qui est plus réactive, plus explosive. Vous aimez les sauts, vous aimez ressentir le sentier, vous aimez ressentir les roches. Le 27,5, c'est pour vous. Le 29 a tendance à adoucir beaucoup le sentier. Donc, si par exemple, vous aimez ressentir le sentier beaucoup, allez-y plus pour le 27,5. Si vous voulez adoucir, puis aller plus vite, puis moins ressentir le sentier, allez-y pour le 29. Ceux qui aiment beaucoup sauter puis faire des figures dans les airs, dépendamment de votre niveau d'expérience, le 27,5 est plus maniable, est plus facile que le 29. Mais on voit des gens avec bien de l'expérience, avec des roues 29, faire des super belles figures, des super beaux sauts. Ça dépend toujours de ce qu'on recherche. Ensuite de ça, au niveau de la quantité de débattement, je reviens un peu là-dessus parce que c'est assez important d'avoir le bon vélo pour ce qu'on recherche. Si, par exemple, on veut un vélo qui va être très polyvalent, mais qui va s'adresser sincèrement plus à des sentiers qui vont être moins accidentés, le 130-140 va être amplement de vélo. Puis dans les mains de quelqu'un qui est très habile, du 130-140, vous allez être capable de faire des sentiers vraiment cassés, vraiment agressifs, que normalement, on va voir des vélos avec beaucoup plus de débattement, voire du 150, 160, inspiré de l'enduro. Donc, c'est vraiment une question de ça va être quoi la grande majorité du temps, le type de sentier que je vais faire. Si 70% du temps, on va faire des sentiers modérés, bien, on va acheter un vélo qui va essentiellement répondre à notre 70% de ce qu'on va faire. Puis pour l'autre 30%, bien, ça va peut-être brasser un peu plus ou ça sera peut-être un peu moins adéquat, mais vous ne serez pas mal pris. Puis le contraire, si 70% du temps, vous faites des sentiers qui sont plus agressifs, puis que vous n'avez pas le goût d'aller vers le gros vélo musclé d'enduro, bon, ben là, le vélo de 140 ou 150 peut très bien vous servir. Puis dans les sentiers qui vont être plus modérés, vous ne serez pas mal pris non plus. Donc, le trail bike, en bout de ligne, que ce soit le hardtail ou que ce soit le double suspension, il y a vraiment le mot polyvalence.
peu importe où est-ce que vous allez, vous serez pratiquement jamais mal pris. Vous allez toujours avoir le bon vélo pour la bonne situation. Même si vous décidez d'aller explorer des nouveaux sentiers dans les Laurentides, dans la région de Québec, en Estrie, avec un trail bike 140-150, on n'est jamais peur, on n'est jamais mal pris. C'est pas comme si on faisait de la descente pure et dure, qu'on a seulement un vélo de descente, puis que là, on voulait aller faire une sortie de groupe avec des amis. Ça fonctionne pas. Là, on n'a vraiment pas le bon outil pour faire ce qu'on recherche. Mais le trail bike, on n'est jamais mal pris avec ça, à moins d'aller vraiment dans des sentiers qui sont au-delà de la capacité du vélo. Puis souvent, on tombe dans l'extrême. On tombe dans une moins grande majorité de clientèle qui va aller vers ça. Donc, pour l'aspect technique dans ces vélos-là, on a parlé des roues 27,5, on a parlé des roues 29. Évidemment, on va toujours remarquer des freins à disque hydrauliques qui vont permettre vraiment d'avoir une excellente modulation au niveau du freinage. On va avoir des disques souvent qui vont être surdimensionnés pour être capable d'accepter les niveaux de chaleur un peu plus grands dégagés par le niveau de sentier qu'on va faire, puis de garder une certaine modulation, même avec le niveau d'augmentation de chaleur de vos freins. On va pratiquement toujours, presque exclusivement, avoir des systèmes d'engrenage avec un plateau à l'avant, 10, 11, 12 vitesses à l'arrière, dépendamment du prix à laquelle vous allez payer votre vélo. Souvent, les vélos de ce type-là, premier prix, on va remarquer du 1 par 10, que ce soit en Shimano, que ce soit en SRAM, ça c'est à la discrétion des fabricants de vélos. Plus on monte, plus on va tomber dans le 11 vitesses, puis dans le 12 vitesses. Ce que ça vient nous offrir en bout de ligne, c'est peut-être une plus grande sélection de choix de braquet à l'arrière qui va peut-être faciliter un peu plus votre choix de vitesse. Puis on va retrouver aussi des manettes de vitesse qui vont avoir un changement de vitesse de plus en plus rapide, de plus en plus réactif, puis qui, dans les variantes de terrain, ça va être plus facile d'avoir rapidement le bon choix de braquet. Donc, très, très, très efficace. On voit pratiquement plus de chaînes qui tombent avec ces systèmes d'engrenage-là qui sont très efficaces. Au niveau des roues aussi, on va voir des axes creux qu'on appelle des throw axles à l'avant puis à l'arrière. Beaucoup mieux au niveau de la rigidité latérale, au niveau du freinage. Quand vous montez avec beaucoup de force, beaucoup de puissance sur le vélo, moins de flexion dans les roues arrière parce que vos moyeux ont un bien meilleur contact, une bien meilleure interface avec la fourche puis avec le triangle arrière de votre vélo. Beaucoup plus efficace. Quand vraiment on rentre dans une courbe à haute vitesse puis qu'on s'appuie fermement dans le vélo, il réagit beaucoup mieux avec ce type d'axe-là. Les jantes, les pneus, beaucoup plus larges aussi que sur les vélos de type cross-country. Ça augmente la surface de contact avec le sol, ça augmente l'agrément de conduite, ça augmente aussi votre niveau de confiance sur le vélo. La plupart du temps, ces vélos-là, ils vont venir avec la possibilité d'être montés sans chambre à air, donc dans le jargon populaire en tubeless. Les vélos vont venir compatibles tubeless. Vous pouvez toujours faire la demande lors de l'achat, que dans l'atelier, on soit en mesure de vous faire la conversion tubeless. Donc, vous installez les valves spéciales, de mettre le scellant à l'intérieur, puis de l'avoir déjà compatible tubeless dès l'achat, moyennant évidemment quelques dollars de plus. Mais pour l'agrément de conduite, c'est révolutionnaire pour quelqu'un qui n'a jamais essayé ça. Là. Le pneu déforme beaucoup mieux, il suit mieux le terrain, donc meilleur freinage, meilleure courbe, meilleure accélération, meilleure expérience en bout de ligne. Donc, c'est tous des petits éléments technologiques qui rendent le vélo plus musclé, oui, un peu plus pesant. C'est des vélos qui vont être plus pesants qu'il y a quelques années, surtout aussi avec l'avènement des tiges de selle télescopiques, où est-ce qu'on peut ajuster à l'infini la position du banc à l'arrière pour toujours être dans la meilleure position sur le vélo. Donc, quand on monte une côte, on le met au plus haut. Quand on descend une côte, on peut le mettre n'importe où jusqu'à la position qui est complètement en bas pour descendre notre centre de gravité puis pouvoir attaquer les descentes le plus efficacement possible, le plus agressivement possible. Puis, on voit une énorme différence au niveau des chutes en vélo. On voit beaucoup moins de chutes en vélo de montagne qu'on en voyait, principalement à cause des géométries des vélos qui se sont améliorées avec les années, la dimension des roues, puis surtout des tiges de selle télescopiques qui font une énorme différence. Donc oui, toutes ces petites choses-là viennent ajouter du poids au vélo, mais dans les sentiers, l'agrément de conduite est tellement amélioré qu'on n'y pense plus au poids, puis au contraire, on est encore plus rapide qu'on était. Donc, les vélos sont plus accessibles à une plus grande partie de la population cycliste. On voit des gens qui ont seulement fait du vélo de route dans toute leur vie, qui sont rendus même dans les quarantaines, cinquantaines, soixantaines, puis qui se mettent au vélo de montagne. Avec des vélos comme ça,
ils ont la piqûre immédiatement, puis le nombre de chutes est diminué de façon drastique. Nous, on le voit en boutique. Beaucoup moins de réparations aussi sur les vélos, moins de chutes, plus polyvalent. Fait que ça augmente vraiment la qualité des sorties qu'on va avoir dans nos sorties de vélo de montagne. Ce qui a popularisé ce type de vélo-là aussi, c'est vraiment les sentiers qui ont été améliorés à travers les années. Des sentiers qui sont maintenant mieux travaillés, qui suivent mieux les courbes naturelles du terrain en forêt, qui sont aussi moins néfastes pour l'érosion en forêt. Puis les sentiers sont un petit peu plus large au niveau de l'espacement des guidons, mais un petit peu plus étroit pour les pneus, plus accidenté, des roches, des racines. Ça rend l'expérience du vélo de montagne. On est encore plus proche du contact avec la nature. Puis puisque ça suit les courbes naturelles du terrain, c'est beaucoup moins dommageable pour les sentiers, beaucoup plus intéressant avec ce type de vélo-là. Ça rend l'expérience à un autre niveau. C'est du vélo de montagne 2.0. Donc, c'est vraiment des vélos qui vont vous permettre d'amener votre niveau de confiance puis votre niveau de conduite comme si vous aviez beaucoup plus d'expérience en arrière de la cravate, même si vous commencez à faire du vélo. D'où la popularité de cette catégorie-là. Donc, si à travers ce webinaire, j'ai pas réussi à répondre à toutes vos questions, ou il y a des petites choses, des particularités que vous aimeriez qu'on regarde ensemble, je vous invite à aller vous inscrire à une séance téléphonique avec moi à travers notre page web au velolashop.com. Vous pouvez toujours aller voir aussi les pages Facebook et Instagram qui vont vous rediriger vers la page web pour vraiment être capable d'avoir un meeting en 1 à 1 téléphonique. Idéalement, si vous voulez vraiment optimiser votre séance d'information, organisez-vous pour avoir une période là, de 20 à 30 minutes en avant de vous, avoir un ordinateur, être dans un endroit où il n'y a pas trop de distractions, papier, crayon, avoir déjà vos questions à me poser qu'on n'a pas encore répondu ensemble, puis on va être capable 1 à 1 à travers votre ordinateur, à travers mon ordinateur, de se guider, puis de voir notre inventaire. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait vous aider en boutique dès maintenant? Si je ne l'ai pas en boutique, ça va me faire plaisir, moi, à travers l'appel téléphonique, de regarder nos inventaires qu'il y a chez nos distributeurs, puis de vous dire qu'est-ce qui reste. Ça augmente. En bout de ligne, on va faire ce qu'on fait en magasin, mais à travers le téléphone, puis à travers l'ordinateur que vous allez en avoir devant vous. Donc, je vous invite à prendre un rendez-vous téléphonique si on n'a pas regardé, si on n'a pas tout répondu à vos questions. Ça va me faire plaisir de prendre le temps avec vous. Sur ce, merci d'avoir participé et bonne journée.